Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Philippe Lorange, bonjour. Bonjour. Je vais te faire part d'un dilemme que j'ai, personnel. Peut-être que tu peux m'aider. Dis-moi ça. OK, je suis souverainiste. Tout le monde le sait, là. C'est pas un secret pour personne. Mais j'ai Justin Trudeau pour m'en confesser. Pas personnellement, mais son gouvernement et ses politiques, OK, là? Fait que là, aux prochaines élections, le dilemme qui existe depuis très longtemps, c'est que je veux me débarrasser de Trudeau. Mais en même temps, comme souverainiste, je devrais voter Bloc parce qu'il défend les intérêts du Québec. Mais j'ai peur que si je vote Bloc, j'enlève des votes à Poilievre, puis je permets à Trudeau de passer. Ça, c'est le dilemme dans lequel est pogné les souverainistes anti-Trudeau au Québec. Parce que moi, je pense qu'un Canada sous Poilievre serait quand même pas génial, pas un paradis, mais moins pire qu'un Canada sous Trudeau. J'aimerais avoir ton Oui, point mais de vue d'ailleurs, là-dessus. si je me souviens bien, c'est pas la première fois que tu as ce dilemme-là. Je pense qu'à chaque élection fédérale, tu fais une chronique pour dire je pense que je vais voter conservateur. Finalement, il se passe de quoi pour dire finalement je vais voter Bloc. Voter Bloc, ouais. Exactement. Mais rappelle-toi, en 2021, c'est parce qu'il y avait eu le fameux débat des chefs fédéraux. Et l'animatrice avait commencé le débat en disant vous, François Blanchet, vous soutenez la loi 21 qui est raciste et xénophobe. Puis ça avait commencé comme ça. Puis après ça, tu avais fait une chronique pour dire là, ça n'a pas de sens de nous parler de même, donc je vais voter Bloc québécois. Exactement. Parce que, exactement. À l'époque, les conservateurs n'ont pas défendu. C'était uniquement le Bloc québécois qui avait dit que ça n'a aucun sens de se faire traiter de cette façon-là, simplement parce qu'on appuie la laïcité, qu'on a des valeurs qui sont différentes de celles du Canada anglais. Et les conservateurs, c'est pas des gens qui vont appuyer la laïcité ou qui vont laisser la laïcité être entérinée par les tribunaux. Ben c'est ça. Au contraire, ils vont financer les contestations. Anne-André, tantôt, nous lisait le commentaire de quelqu'un qui a appelé en disant sur la laïcité puis l'immigration, on les entend pas beaucoup, les conservateurs. Non. Puis est-ce qu'ils n'ont pas les mêmes politiques, finalement, que le gouvernement libéral? Mais je pense que oui. Puis d'ailleurs, je pense qu'ils veulent rejoindre, on en a déjà parlé ici, ils veulent rejoindre beaucoup d'immigrants. Parce qu'il y a beaucoup d'immigrants qui ont des valeurs plus conservatrices. Donc, si tu as des propos plus conservateurs sur plein de sujets, mais tu dis, juste pour pas te les aliéner, ces gens-là, tu te dis, je suis quand même pro-immigration, je veux pas baisser trop les seuils. Mais à ce moment-là, pour le cas québécois, pour nous, c'est majeur. En fait, si tu veux pas baisser substantiellement l'immigration dans le cas dans lequel nous sommes présentement, c'est gravissime. Et ça montre à quel point les conservateurs ne seraient pas si différents que ça des libéraux. Parce que là, l'immigration temporaire au Québec, on est rendu à 600 000. C'est vraiment beaucoup, beaucoup trop. Et je pense pas que les conservateurs vont diminuer ça. Je pense que les conservateurs, c'est un peu comme des libéraux comme plus soft, là, si on veut. C'est-à-dire c'est des gens qui vont pas encourager le wokisme ou l'immigration, mais ils vont pas non plus le descendre non plus. Ils vont juste pas soutenir ça. Et même quant au multiculturalisme, le multiculturalisme à la Trudeau, je trouve que c'est épouvantable, mais Poilievre aussi aime ça se faire photographier avec un turban sexe à la tête, puis il va lui aussi flirter puis courtiser les différentes communautés, puis tout ça. Ah oui? Il y a un côté Trudeau aussi, là. Ah oui, mais Stephen Harper, on s'en fait, il y avait même un ministre en turbané, puis Stephen Harper aussi était dans le multiculturalisme, puis moi je me souviens quand c'était Andrew Scheer qui était chef des conservateurs, il avait dit je m'oppose au multiculturalisme extrême. Mais le multiculturalisme en soi, c'est déjà extrême. Donc là, il voulait dire par là, OK, la formule comme plus loin que ça. Oui, mais en soi, c'est déjà une formule qui est extrême. Et le problème, c'est que le multiculturalisme est inscrit dans la Constitution canadienne. Donc, peu importe les partis qui sont présents dans la scène politique fédérale, sont tous pour le multiculturalisme, excepté le Bloc québécois. Mais que ce soit libéraux, NPD ou même conservateurs, ils sont tous pour le multiculturalisme. Donc, sur ces questions-là, il ne va pas changer le fait qu'ils s'envoient des petites fêtes sikhs et indiennes, puis qu'ils laissent toutes sortes d'accommodements raisonnables et de choses comme ça. Donc, je pense pas que ça va changer beaucoup. Exactement. Puis leur conception de la monarchie, on le sait, c'est sous Stephen Harper qu'il y a eu le jubilé, là, puis on célébrait le jubilé de la reine, puis Stephen Harper avait fait imprimer des monnaies à l'effigie de la reine en Angleterre, puis des posters, puis tout ça, puis il disait que ça faisait partie de ce qui distinguait le Canada des États-Unis. Donc, tu es en train de me dire, finalement, que c'est 4,30 sous pour une pièce. Quand même pas mal, oui. Passer de Trudeau à Poilievre. Mais c'est-à-dire, moi, j'avais préparé la chronique en me disant, mettons qu'on se met de deux points de vue pour aussi comprendre s'il faut avoir peur de cet homme-là. Mettons du point de vue des progressistes. Il y en a qui pourraient dire, j'ai peur que l'avortement soit illégal. Moi, je pense pas du tout que ça va changer de ce côté-là. Pourquoi? Parce que les gens qui sont pro-vie dans le Parti conservateur sont minoritaires. Puis pour être sûr de garder quand même une certaine respectabilité, d'être respectable médiatiquement, les conservateurs qui sont haut placés n'osent pas trop toucher à ce sujet-là. Donc je pense pas que ça va changer de ce côté-là. Sinon, côté LGBT, qu'est-ce qu'il peut faire Poilievre? Peut-être juste soutenir, comme on avait parlé l'autre jour, la loi
loi sur les pronoms, puis Oui. des choses qui me semblent être simplement de gros bon sens. Moi, ce qu'on me dit chez les contacts que j'ai chez les conservateurs, c'est que Poilievre, c'est pas un homme qui va mener une grande guerre ouverte au wokisme, mais c'est un homme qui aime pas le gaspillage d'argent. Donc, tous les programmes, mettons, qui servent à soutenir des espèces de subventions woke, là, puis des organismes woke, peut-être qu'il va couper là-dedans. Moi, je pense que ça serait une bonne chose. Mais après, ce serait pas une vraie guerre ouverte contre le wokisme, une vraie guerre idéologique comme telle. Après, si on se place du point de vue indépendantiste, il y en a qui pourraient dire, la meilleure politique pour les indépendantistes, c'est d'avoir Trudeau jusqu'à la fin des temps, parce qu'il est tellement détesté, tout le monde l'haït. Ça aide les indépendantistes. Mais c'est ça. Oui. Mais là, il y en a qui se disent, avec Poilievre, peut-être que ça va comme atténuer les tensions. Moi, je pense pas que cet homme-là va vraiment atténuer les tensions entre le Québec et Ottawa, parce que, comme on a bien nommé, il va pas réduire l'immigration tant que ça. Sur le wokisme, je pense pas qu'il va mener une guerre ouverte non plus. La laïcité, c'est ceux qui s'y opposent, puis que le gouvernement du Canada va continuer de financer la contestation de la loi 21. Tout ce qui est loi 96, renforcement du français, je pense pas qu'il est bien en faveur de ça. Puis d'ailleurs, c'est un homme assez arrogant. On le voit dans sa personnalité, c'est quelqu'un qui est assez arrogant, assez démagogue. Et ça rejoint pas du tout les Québécois en général. Moi, son style, ça fait un peu penser à Trump, là, c'est-à-dire genre insulter, avoir des formules faciles. Ça rejoint pas beaucoup les Québécois, là. À part dans les capitales nationales, puis encore là, je pense pas qu'il va percer tant que ça ici. Là. Ben alors, écoute, savais-tu que tu étais un guide spirituel? Ah oui, je savais pas ça. Quand j'étais un peu perdu, je vais aller voir Philippe et il va me ramener dans le droit chemin, finalement. Et Philippe, tu veux me parler aussi d'embourgeoisement de certains quartiers de Québec. Oui, j'ai lu ça dans Le Devoir. C'est un article qui est sorti à la mi-août de Marco Fortier. Et c'est le quartier Saint-Sauveur à Québec. Donc, c'est comme des témoignages d'habitants qui sont là depuis comme leur enfance. Okay. Puis qui disent, notre quartier s'embourgeoise. Des jeunes professionnels qui achètent des condos, en tout cas des logements des plus vieux qui étaient là, qui sont partis, tout ça. Puis là, ce qu'ils constatent, c'est que le quartier s'embourgeoise. Donc là, il y a des constructions de condos luxueux. Il y a des cafés où tous les cafés coûtent 8 piastres, coûtent super cher. Puis là, c'est comme s'ils se disent, tous les petits commerces qu'on a connus quand on était plus jeunes disparaissent, puis ils sont pas remplacés par quelque chose de similaire. Que ce soit les dépanneurs, la petite quincaillerie, le garage, ce qui fait vraiment une communauté quand même. C'est rendu que, c'est comme si, pour moi, l'embourgeoisement, c'est un mode, ça rend les quartiers de plus en plus froids et très individualistes, je trouve. C'est-à-dire que quand on avait là, tu te rapproches de la gauche, là. non, mais la gauche, j'aime pas ça quand il y a des restaurants trop huppés dans un quartier, puis on nous pousse à l'extérieur de notre quartier, tout ça, fait que... c'est intéressant, tu fais ton coming out, là. Mais souvent, quand je lis, que ce soit à gauche ou à droite, je trouve que les auteurs de gauche et de droite font souvent les mêmes constats sur la société actuelle, mais après, c'est pas les mêmes solutions. Puis ils décèlent pas la source du problème toujours à la même source, mais ils font souvent les mêmes constats. Tu sais, des gens de droite, comme moi, mettons, qui va dire, la société actuelle est plus froide, embourgeoisée. Donc, à ce moment-là, on dirait que c'est de gauche, mais on fait le même constat, mais la personne de gauche va pas avoir les mêmes solutions. Pour moi, c'est plutôt, il faut retrouver l'enracinement, puis c'est une certaine conception du quartier qui est plus enracinée avec des traditions, avec les petites choses locales comme ça. Est-ce qu'on peut avoir une mixité? Moi, je viens de Verdun. La rue Wellington à Verdun a changé. Oui. Maintenant, tu as des restaurants beaucoup plus chics. D'ailleurs, tu lis les journaux en disant il y a un petit resto fantastique sur la rue Wellington. Bon, tout ça. Alors qu'avant, c'était des hot dogs et des hamburgers. Mais en même temps, tu as encore le quartier local, la biscuiterie, le petit dépanneur, etc. Tu as encore ça, tu as un mix des deux. Ça, c'est le fun. La rue Mont-Royal aussi, c'est un peu comme ça. Mais c'est pour ça que je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu tragique dans l'embourgeoisement. C'est parce que, parfois, quand on va dans des anciens quartiers qui étaient très pauvres à Montréal autrefois, par exemple Rosemont, on voit l'architecture, puis on peut se dire, autrefois, c'était quand même pauvre, puis c'était peut-être quand même un peu triste. Mais en même temps, dans ce temps-là, c'était comme plus enraciné. Les gens avaient plus des modes de vie comme c'était des grosses familles. Il y avait quelque chose de plus enraciné, de plus concret, de plus vrai. Alors aujourd'hui, on est beaucoup moins dans la misère, dans la pauvreté, donc c'est moins triste. Mais en même temps, les gens sont de plus en plus seuls. Il y a beaucoup de solitude. Et la manière dont les nouveaux cafés sont faits, les nouveaux restos sont faits, c'est très individualiste. Donc on s'est enrichi avec le temps. On a un meilleur niveau de vie, objectivement. Mais en même temps, on est rendu beaucoup plus seul. Donc il y a une tragédie là-dedans, je trouve. Oui, tout à fait. Entre le Québec de Michel Tremblay, par exemple, puis le Québec froid. Mais le plateau Montréal, bobo. C'est ça. C'est Alain Souchon qui chantait Ultramoderne Solitude. Là. Effectivement, entre les deux, là, il y a comme peut-être c'est ça, c'est la mixité. Donc, merci beaucoup. Merci Philippe Lorange. Merci, bonne semaine. Bonne semaine.